Et on va continuer de parler de ces attaques avec Raphaël Morel, maître de conférences en droit international à l'Université Bourgogne-Europe et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, au total, 37 personnes ont été tuées dans des attaques américaines dans le Pacifique et dans les Caraïbes. L'argument ultime de Donald Trump, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Il n'en a d'ailleurs donné aucune preuve jusqu'ici. Que dit le droit international? Est-ce que le président américain n'a aucun compte à rendre? Alors non, les choses sont pas aussi simples que cela. D'abord, il faut bien avoir en tête que la haute mer n'est pas une zone de non-droit et donc a priori la plupart des frappes auraient été menées en haute mer et il y a donc un droit. On a plusieurs conventions internationales, la convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Il y a une convention spécifique sur la lutte contre le trafic de stupéfiants en mer en particulier, la convention de Vienne de 1988 et les États-Unis sont partis à ces traités. Ce que l'on peut dire, parce qu'on manque quand même d'éléments sur la question de savoir si les navires en question battaient un pavillon, c'est-à-dire avaient une nationalité, auquel cas il y a un régime juridique spécifique qui s'applique et on ne peut pas détruire un navire comme ça sans sommation, on peut l'arraisonner dans un certain nombre de cas. On manque tout de même d'informations, mais dans tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit manifestement d'actes disproportionnés, qu'il s'agit de violations à minima du droit international des droits de l'homme, parce qu'effectivement, et comme l'a dit, je crois, le président de la Colombie, me semble-t-il, il s'agit d'exécutions extrajudiciaires. Donc, voilà, on a quand même un droit international qui ne va pas du tout dans le sens du président Trump, même si on manque beaucoup d'éléments. On n'est en tout cas pas sur une simple mesure de police anodine, on est plutôt sur une violation du droit international des droits de l'homme qui s'inscrit dans un discours assez classique des États-Unis, mais qui est un peu porté à son paroxysme. C'est le discours de la lutte contre le terrorisme, avec l'invention de ce nouveau terme de narco-terroriste qui, voilà, qui permettrait aux États-Unis d'interpréter très largement le droit international. Peut-être pour finir, un mot sur le fait que Donald Trump ne s'assoit pas totalement sur le droit international dans ce cas, puisque même s'il a l'habitude de l'ignorer, ici il l'invoque tout de même. Il y a un discours autour de l'idée de terrorisme et de la nécessité de protéger le peuple américain par une sorte de légitime défense préventive. C'est une thèse américaine depuis 2001 essentiellement. Et ça, finalement, le droit international n'est pas totalement absent, même si on peut évidemment déplorer ce qui ressemble manifestement à des violations du droit international ici. Et s'il y a bien violation du droit international, pourquoi est-ce que Donald Trump mène-t-il ces attaques? Est-ce qu'il se sait protégé par une loi? Est-ce que cette lutte contre le trafic de drogue qu'il met en avant est l'exemple de toute accusation? Non, non, l'exemple, absolument pas, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a un régime juridique qui est applicable et puis, on pouvait passer par les canaux classiques du multilatéralisme, hein. Si Donald Trump considère que, le trafic de drogue est devenu tel que, son intensité en tout cas est devenue telle que cela menace la sécurité internationale, puisqu'il s'agirait donc de relations entre plusieurs États, eh bien il pouvait très bien, utiliser, l'Organisation des Nations Unies, sauf qu'il déteste le faire. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà pu prendre des mesures pour limiter ou autoriser des États à prendre des mesures, y compris en haute mer, pour par exemple lutter contre le trafic de migrants. Je pense à une résolution qui avait été prise à l'égard de la Libye en 2016. Donc il y a des outils du multilatéralisme, c'est juste que Donald Trump se situe dans un champ conceptuel qui est celui de l'unilatéralisme, même un unilatéralisme que je qualifie de populiste, qui c'est pas du tout nouveau, mais ça prend des allures totalitaires dans le sens où cet unilatéralisme s'applique dans la doctrine de Trump à tous les sujets. Et donc aujourd'hui, voilà, maintenant c'est la lutte contre le trafic de drogue. Il est très difficile d'activer des mécanismes internationaux pour lutter contre cela et contre cet unilatéralisme américain, parce qu'ils ont consenti à très peu de clauses qui donneraient juridiction à des tribunaux internationaux. Ceci étant dit, les États concernés ont raison de protester, évidemment, contre les violations du droit international qui en découlent. Est-ce que dans ce cas précis, en mer des Caraïbes et aussi dans le Pacifique, le président américain, il viole aussi les lois américaines? Normalement, c'est au Congrès américain d'autoriser l'usage de la force militaire.
Alors là, il s'agit d'un autre sujet, hein, c'est le respect du droit, effectivement, du droit américain. Alors, je ne suis pas expert de droit américain, je suis plutôt expert de droit international, donc je peux me positionner sur les questions de droit international. Mais ce qui caractérise l'action extérieure de Donald Trump, c'est que il considère que que le droit n'est qu'un élément mineur de l'équation et de la décision à prendre. Et ça caractérise la politique extérieure américaine de manière générale depuis au moins 2001 et en réalité avant, mais particulièrement sous Donald Trump, avec une forme de regain d'un discours nihiliste, négateur de l'existence même du droit international, en disant, bon, finalement, tout ça n'est qu'une sorte de guide de bonne pratique, et ce qui prime, c'est d'abord la sécurité américaine telle que le président Trump l'interprète. Et évidemment, c'est très gênant pour l'ordre des relations internationales, puisque les États-Unis étaient traditionnellement l'un des pays garants de cet ordre. Plus généralement, on constate quand même que le droit international ces dernières années a largement été bafoué en Ukraine, à Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, de grandes instances telles que l'ONU, la Cour pénale internationale sont inaudibles? Alors non, je pense pas qu'elle soit inaudible, hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a de nombreuses violations du droit international et de très graves violations du droit international. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un regain, je le disais, de ce discours un peu nihiliste, négateur du droit international que, on n'avait plus entendu depuis le début des années 90 globalement. Mais il faut comprendre que globalement, le droit international fonctionne quand même bien. Le droit international, c'est pas uniquement le droit de la guerre, et de l'absence de guerre. Il y a des milliers d'accords, des dizaines de contentieux relatifs aux investissements qui fonctionnent. Il y a des évolutions, le fameux traité de BBNJ sur la haute mer, dont on peut discuter. Et puis, il n'y a pas eu de guerre mondiale, en tout cas d'ampleur mondiale, depuis 80 ans. Il n'y a pas d'armes nucléaires dans certaines zones, etc. Donc, le droit international fonctionne de manière sectorielle, mais il est vrai qu'on a des violations massives aujourd'hui, un unilatéralisme qui est porté par des États qui sont des fondateurs et des garants de ce bon ordre international, que ce soit la Russie ou les États-Unis. Et ça, c'est tout à fait gênant et un peu nouveau, hein, que ce soit ceux qui étaient censés garantir la sécurité et la paix mondiale qui violent le plus le droit international. Et donc, il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'on le sait beaucoup plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, une violation du droit international est beaucoup plus médiatisée, il faut s'en féliciter. Merci beaucoup, Raphaël Morel, d'avoir répondu à nos questions.